Veuillez accueillir sur scène Monsieur Julien Grouès, General Manager AWS France. Wow. Bienvenue à tous, bienvenue à l'AWS Summit Paris 2022. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Julien Grouès, je suis directeur général d'AWS en France et je vais être votre hôte pour cette première demi-heure. Alors comme vous le savez peut-être déjà, et je crois que Julien l'a dit tout à l'heure, malheureusement Werner n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et je lui souhaite un très prompt rétablissement évidemment. Et donc il sera remplacé par Stéphane Hadinger et Sébastien Stormack qui me rejoindront tout à l'heure pour la keynote qui sera du coup en français. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il y a une énergie fantastique ici. Ces 2 dernières années, c'était juste pas pareil. Ces 2 dernières années, j'étais dans mon salon, j'avais un écran blanc derrière, j'enregistrais les introductions du Summit. C'est pas la même énergie, j'étais devant mes filles, bon, c'était sympa, mais c'est pas pareil. Merci d'être là aujourd'hui et vraiment vous m'avez manqué. C'est la première fois depuis 2019 qu'on a l'occasion comme ça de se rassembler, de partager, d'échanger, enfin après 2 années vraiment intenses, qui ont été intenses pour vous, qui ont été intenses pour nous. Pour nous, ça a été 2 années qui ont été celles du changement. Et ces changements, aujourd'hui, nous avons souhaité les transformer en conférences que j'espère seront inspirantes. Et elles sont là pour vous aider à accélérer votre activité, à accélérer votre innovation et aussi à acquérir plus de connaissances et de compétences sur les services d'AWS. Notre objectif, c'est d'accompagner les organisations françaises pour qu'elles soient plus compétitives, plus sécurisées et plus durables. Et je reviendrai sur ces points aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le choix entre plus de 130 sessions avec des présentations, des exemples ou encore des démonstrations techniques sur plein de sujets. Alors évidemment, l'analytique, l'intelligence artificielle, le serverless, le réseau, la sécurité, tout ce qui vous permet de plonger au cœur des services et des technologies AWS. Alors nous avons souhaité créer un contenu qui corresponde à chaque étape de votre parcours sur AWS, que vous soyez un expert et quel que soit votre niveau d'adoption, que vous soyez au début ou que vous soyez plutôt à la fin de votre trajet sur le cloud. Ces changements aussi, ce sont les vôtres. Aujourd'hui, il y a plus de 50 sessions avec des clients qui nous font l'honneur de témoigner. Et je les remercie car de présenter au Summit, et je le sais, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Donc un grand merci à nos 50 clients et puis à nos 4 clients qui vont venir nous rejoindre pendant la keynote tout à l'heure. Je voudrais aussi en profiter pour remercier nos partenaires. Hier, il y avait le Partner Summit ici, ça a été déjà une bonne mise en route de la semaine. Je voudrais remercier nos partenaires, je voudrais remercier nos sponsors sans qui l'organisation de ce Summit ne serait pas et n'aurait pas été possible. Alors, en plus des sessions que nous vous avons préparées, il y a quelques surprises aujourd'hui. Vous aurez accès à notre centre d'innovation pour découvrir une douzaine de solutions innovantes qui sont basées sur AWS. Vous pourrez les expérimenter avec nos clients, vous pourrez les expérimenter avec nos partenaires et évidemment avec le reste de l'équipe AWS qui est ravi d'être avec vous aussi aujourd'hui. Si vous avez envie de vous amuser, on a préparé quelques activités ludiques aussi. Il y a la AWS Deep Racer League qui est de retour. Il y a des jeux d'arcade de Formule 1. Julien en parlait aussi. Puis bon, le week-end prochain, c'est Pâques. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir une chasse aux œufs, il y aura une chasse aux licornes. Si vous trouvez les licornes, après, rendez-vous à l'Innovation Corner pour aller chercher votre prix et des lots. Alors, les technologies d'AWS vous accompagneront aussi tout au long de la journée. Au 2e étage, vous pourrez commander votre café en utilisant une application serverless au bar Expresso. Parce que finalement, c'est aussi ça d'être ensemble, c'est de pouvoir partager. Et c'est quand même bien plus agréable d'échanger autour d'un bon café. Et le marketing a appelé cette application le serverless Presso. Donc tout au long de ces 2 dernières années, nous avons dû réinventer, nous avons dû être flexibles. Aujourd'hui encore, nous avons dû être flexibles pour s'adapter à cette keynote. Et on a dû s'adapter sans cesse. On a changé notre manière de se déplacer, on a changé notre manière de travailler, on a changé notre manière de voyager et bien plus encore. Et en fait, la pandémie, elle continue d'affecter notre quotidien.
Elle a aussi accéléré, on en a beaucoup parlé, la transformation numérique dans tous les secteurs. Et je veux croire qu'un grand nombre de ces changements seront à la base d'innovations futures. Il y a eu une étrange distorsion du temps parce que ce qui auparavant prenait des semaines, des mois, des années à développer ou à mettre en œuvre a été réalisé en quelques semaines. Cet élan, aujourd'hui, il se poursuit grâce à vous. Des progrès importants se réalisent dans tous les secteurs. Alors, certaines entreprises en France ont utilisé AWS pour la première fois. D'autres ont saisi cette occasion d'accélérer la mise en place de nouveaux outils. Ces entreprises, aujourd'hui, elles sont plus sécurisées, elles sont plus agiles, mais surtout, elles ont plus confiance en l'avenir. Elles se sentent prêtes à affronter l'imprévisible. Et cette capacité de rembrasser le changement doit maintenant intégrer l'ADN des entreprises pour faire face aux 3 pressions qu'elles subissent. La première pression, c'est celle des nouveaux entrants qui ont rapidement adopté les technologies du cloud AWS et qui ont saisi l'occasion de prendre des parts de marché en étant cloud native. La deuxième pression, c'est celle des entreprises qui avaient déjà entamé leur transformation et qui ont accéléré pendant la pandémie. Et pour finir, il y a une troisième pression qui est celle de la part de leurs propres clients qui sont de plus en plus exigeants quant à la continuité et la qualité des services proposés. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que je reçois Stéphane Janin, qui est le directeur de Platform Engineering de The Fork, et je pense que The Fork est une entreprise incroyable qui a su démontrer son agilité, qui a su démontrer sa flexibilité pendant cette période. Et Stéphane va venir me rejoindre pour nous raconter l'histoire de The Fork pendant les 2 dernières années. Et je vous rejoins juste après. Merci et merci d'accueillir Stéphane. Alors bonjour à tous. Alors, je sais qu'il est encore un peu tôt, c'est encore l'heure du café, mais est-ce que vous avez bien pensé à réserver votre restaurant pour ce soir après la keynote? Il y a une appli pour ça, c'est The Fork. Alors The Fork, qui on est? On est leader de la réservation de restaurants en ligne. On est leader en Europe et en Australie. On est présent dans 12 pays. On travaille à peu près avec 60 000 restaurants partenaires. On a environ 20 millions de visites par mois. Et en termes de tech, ça représente 130 développeurs et une vingtaine de DevOps. On fournit 2 applications. Une application pour vous, sur la droite, pour réserver au restaurant, les meilleurs restaurants. Et une application pour les restaurateurs, pour gérer leur plan de salle, pour gérer leurs réservations, pour optimiser leur taux d'occupation, par exemple. Quels sont nos enjeux techniques pour supporter notre trafic? On a d'abord des enjeux de scalabilité. En fait, notre trafic, il est très dépendant des heures. On va plus au restaurant le midi ou le soir. Il est très dépendant des jours de la semaine. On y va plus le week-end. Et il peut être dépendant de la météo, par exemple. Donc un trafic assez irrégulier. On a besoin de résilience pour fournir le meilleur service, effectivement, pour tout le monde. Et on a besoin de pouvoir innover. Donc en ce moment, par exemple, on travaille sur The Fork Pay, qui permet de faciliter le paiement à la fin de votre expérience au restaurant. Alors, pour illustrer nos enjeux de scalabilité, je vais vous raconter une histoire. Donc, on est le 14 février, la Saint-Valentin 2020. Saint-Valentin, tout le monde va au restaurant. Moi, on va tous au restaurant, donc c'est un gros pic de trafic pour nous. À cette époque, on est très impacté par un changement de comportement des moteurs de recherche qui viennent aspirer tout notre site à 19h, pile poil, pendant nos pics de trafic. Et on ne peut pas leur dire de s'en aller, on est obligé d'accepter le trafic. À cette époque également, on est encore chez notre hébergeur privé, avec une capacité serveur fixe. Résultat, un incident pendant plus de 2 heures, avec une expérience très dégradée pour l'ensemble des restaurateurs et pour nos utilisateurs. Vraiment pas idéal. Un autre moment très marquant pour nous, c'est le confinement. Du jour au lendemain, tous les restaurants sont fermés et donc on se retrouve avec un trafic nul. On a dû se concentrer
se mobiliser et réfléchir comment accompagner les restaurateurs dans la réouverture. Donc on est en mars 2020. En termes de migration sur AWS, on a commencé notre migration depuis 1 an avec une modernisation complète de notre infrastructure. Passage au container, mise en place d'un orchestrateur Kubernetes managé sur AWS, mais migration, on va dire, lente et en best effort, pas une top priorité boîte. Du coup, on a choisi de tirer parti de l'absence de trafic pour accélérer notre migration. Donc pour ça, on a commencé d'abord par signer un partenariat avec AWS via le programme MAP, Migration Acceleration Program, qui nous permet d'avoir, des crédits pour nous aider à migrer, du support technique et qui nous permet de faire appel à un partenaire. Et deuxièmement, on a mobilisé l'ensemble de nos développeurs et de nos ops pendant 4 mois pour accélérer cette migration. Au final, en 4 mois, on a pu migrer 80% de notre production sur AWS. Au total, la migration aura pris 2 ans et demi et on a pu éteindre notre data center privé en novembre 2021. Donc aujourd'hui, on est 100% AWS. On était prêt pour les différentes réouvertures des restaurants. Donc les gens sont retournés au restaurant et donc on peut mesurer aujourd'hui les bénéfices de notre nouvelle infrastructure. Premier bénéfice qui n'était pas forcément attendu, un gain de temps de réponse de moins 30%. Ça s'explique assez facilement par des processeurs de nouvelle génération, par exemple. Deuxième bénéfice, une meilleure adaptation au trafic. On a pu mettre en place très facilement un système d'autoscaling. Alors déjà, avec le bon provisionnement, on peut absorber un trafic instantané multiplié par 2. Mais ensuite, l'autoscaler nous permet, toutes les 2 minutes, de doubler notre capacité. Donc on peut s'adapter le midi, le soir, à nos pics de trafic. Un autre bénéfice, c'est la maintenance de la plateforme technique, qui a été à peu près divisée par 2, puisqu'on utilise plus de services managés. Pour illustrer ces bénéfices chiffrés, je vais vous parler également de nos campagnes de pub. Donc, plusieurs fois par an, on fait des campagnes de pub sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Il faut savoir qu'une campagne de pub, ce n'est pas du trafic normal. C'est un trafic qui est multiplié par 20 en instantané. Et donc, l'autoscaler ne peut pas du tout absorber ce trafic. Donc, c'est un trafic qui dure très peu de temps, quelques minutes. Et après, le trafic disparaît. Donc pour ça, il faut pré-provisionner, genre à 19h avant de commencer les campagnes télé, puis relâcher la puissance supplémentaire vers minuit. En novembre 2021, pareil, pour la première fois, on a pu organiser des campagnes de pub sans ralentissement, avec une expérience parfaite pour nos utilisateurs, et on a pu accepter jusqu'à 350 visiteurs par seconde. Alors aujourd'hui, je suis super content. Les chiffres sur les campagnes de pub nous ont rassurés. Notre infrastructure, elle est modernisée, elle est scalable, elle est résiliente, on peut innover facilement. Pour autant, il nous reste du chemin à parcourir. D'abord, pour améliorer l'expérience de dev, on veut encore améliorer et automatiser notre process de release pour pouvoir livrer plus souvent, avec plus de qualité, ou mettre en place des environnements de développement à la demande pour les développeurs. Ils développent une feature et hop, ils peuvent la tester directement. On doit travailler également sur l'optimisation des coûts. On avait pris le parti de migrer sans optimiser les coûts. Donc par rapport à notre budget initial, budget privé, on a des coûts qui sont multipliés par 3. Mais souvenez-vous, on a aussi diminué nos coûts de maintenance, mais on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. On peut travailler sur l'utilisation des nouveaux processeurs, GP3, on peut travailler on a commencé à mettre du spot en production, et on peut travailler avec des instances réservées, donc on est en train de mettre en place tout ça. On doit également simplifier notre stack. On a un assemblage assez complexe de produits open source, et donc là, on va pouvoir effectivement se concentrer sur utiliser un peu plus de services managés.
Donc, vous comprenez maintenant comment notre application elle peut tenir les montées en charge. Donc, vous pouvez l'utiliser maintenant pour réserver votre restaurant pour ce soir. Merci. Merci Steven. Alors, The Fork, ça fait partie de ces entreprises incroyables. Ce sont ces entreprises qui nous aident à changer la manière dont on vit. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais il y a quelques mois, j'ai essayé pour la première fois The Fork Pay. Et The Fork Pay, ça vous permet à la fin, au restaurant, au lieu de demander l'addition et de payer, de juste payer sur l'application et de partir. Ça fait partie encore des innovations qui changent. Ça fait partie des innovations qu'on peut faire lorsqu'on n'a plus de dette technique. Donc je pense que ce témoignage, il illustre parfaitement comment nos clients, à l'image de The Fork, ont connu de nombreux changements en termes d'organisation, en termes de philosophie d'entreprise et même parfois en termes de réglementation. Alors je voudrais partager maintenant avec vous les 4 lignes qui nous ont guidés chez AWS en France pendant ces 2 années de changement. La première ligne, et ça c'est notre base, c'est de rester auprès de vous. Alors c'est de rester auprès de vous, car comme auprès de The Fork, les équipes d'AWS sont restées engagées avec tous nos clients pour les aider à naviguer sur leur nouvelle réalité et pour les aider à atteindre leurs objectifs. Rester auprès de vous, cela veut dire vous écouter. Et je tiens à vous en remercier tous, parce que ces échanges nous permettent d'avoir une meilleure perspective, une meilleure compréhension de vos enjeux pour mieux vous accompagner. Cela nous permet notamment d'enrichir nos réflexions et d'aller au-delà de ce que l'on voit sur la plateforme d'AWS. Ce sont vos retours qui nous ont permis de comprendre combien la pandémie a été bien plus qu'un accélérateur de transition numérique. Vos entreprises se sont dotées d'une stratégie et d'une vision à long terme sur des sujets qui comptent pour vous, pour vos équipes et pour vos clients. Alors il y a des sujets comme la sécurité, la formation des équipes et l'environnement. Alors bien sûr, dans ce monde toujours plus numérique, la protection des données est dans tous nos échanges. C'est en cette seconde ligne qui nous a guidés et qui nous guide toujours. En fait, on tente de répondre à la question, est-ce que cette action va nous permettre de mieux protéger et mieux sécuriser vos données? Parce que votre confiance, c'est le socle de notre activité. Sans protection de vos données, pas de confiance, et l'équation elle est simple, pas de confiance, pas d'AWS. Alors c'est un travail d'équipe, les technologies, les risques et les réglementations évoluent constamment, on le voit, mais vous n'êtes pas seul, on avance ensemble, et ces 2 dernières années, nos clients nous ont fait part d'une augmentation des cyberattaques, et c'est pour ça que le cloud est plébiscité pour mieux protéger vos données. Je pense que vous le savez, ma conviction, c'est que la meilleure manière de se protéger contre les cyberattaques, c'est de travailler avec AWS. Alors en vous écoutant, nous mettons en œuvre des mesures techniques physiques rigoureuses pour protéger votre contenu, quelle que soit votre région AWS choisie. Vous conservez toujours la propriété et le contrôle, évidemment, de vos données. C'est vous qui décidez où vous stockez vos données, comme par exemple la région AWS Paris, et jamais AWS ne déplacera vos données de la région ou des régions que vous avez choisies. C'est vous qui décidez de la manière dont elles sont stockées, et c'est vous qui décidez qui a accès. Vous pouvez aussi choisir, et on vous y encourage, de chiffrer vos données, alors de les chiffrer au repos, de les chiffrer en mouvement à l'aide des outils AWS ou à l'aide des outils proposés par nos partenaires, tout en conservant le contrôle total des clés de chiffrement. Alors au-delà de la sécurité, il y a aussi la conformité. Et on a fait de nombreuses annonces dernièrement qui vont bien au-delà des exigences réglementaires. Vous pouvez notamment vous appuyer sur les clauses contractuelles type si vous transférez vos données en dehors de l'Union européenne. Nous nous sommes engagés à contester les demandes d'accès aux données d'entités gouvernementales lorsque la demande est en conflit avec le droit de l'Union européenne. Nous avons aussi développé un outil qui est accessible aujourd'hui pour que vous puissiez évaluer les transferts de données et faire les choix qui vous conviennent. 52 de nos services sont conformes au code de conduite CISP. Le code de conduite CISP, il interdit aux cloud providers d'utiliser les données clients pour l'exploration de données, pour le profilage ou encore pour le marketing direct.
Je m'arrête là parce que la liste serait longue, il y aura beaucoup de sessions tout à l'heure sur ces sujets-là, mais on possède une longue liste de ressources qui sont à votre disposition, la plupart gratuites. Ce sont des formations qui vont vous aider à mettre en œuvre les meilleures pratiques, mais aussi à mieux comprendre comment utiliser AWS en pleine conformité et en pleine sécurité. Alors, je vous le disais, il y a de nombreux partenaires, ils sont là au 2e et au 3e étage, ils sont à votre disposition pour vous accompagner, ils sont à votre disposition pour vous aider à comprendre les régulations en place ou encore proposer des solutions de sécurité additionnelles pour vos données les plus sensibles. Alors, nous continuons à améliorer les capacités dont vous disposez. Alors, soit vous, en choisissant AWS, vous avez à votre main tous les outils nécessaires pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité. Alors, se doter des bons outils, c'est une chose. Savoir les utiliser, savoir bien les utiliser, c'en est encore une autre. Et ça, c'est la 3e ligne qui nous a guidés et qui nous guide toujours. Chez AWS, nous pensons qu'il est essentiel de donner accès aux bases de l'informatique et de démocratiser l'accès aux connaissances du cloud de manière massive. C'est pas important pour moi, vous le savez, à titre personnel, mais c'est surtout important pour les personnes qui souhaitent se lancer dans une carrière dans l'IT et pour les entreprises qui cherchent à recruter des talents locaux. Alors, le secteur de l'informatique offre des milliers d'opportunités d'emploi en France. Former un plus grand nombre de personnes, c'est non seulement donner une chance à ceux qui veulent commencer une carrière dans l'informatique et de le faire, mais aussi de donner aux entreprises l'opportunité de recruter ces talents. Je vous en parlais, c'est aussi extrêmement important pour la sécurité, car si plus de personnes comprennent comment fonctionne l'informatique, comment le cloud AWS peut vous aider à protéger ensemble vos données, mieux on se portera. C'est aussi important en France, car ensemble, en France, on peut créer de la valeur pour le pays. L'année dernière, avec une étude de Policy First, nous avions estimé que la valeur créée en France avec AWS est d'1,6 milliard. Alors c'est pour ça, en euros, c'est pour ça que AWS, et c'est pour ça que c'est important pour nous, et c'est pour ça que nous proposons 29 millions de formations gratuites d'ici 5 ans, ça pour 200 pays, et dans plus de 200 pays, et nous avons déjà accompagné 6 millions de personnes. En Europe, on a déjà accompagné 1 demi-million de personnes depuis 2017 sur leur formation sur le cloud. Ces formations, ce sont des cours en ligne, chacun peut les suivre à son rythme, mais c'est aussi des programmes intensifs pour créer les emplois de demain dans l'industrie technologique. Je voudrais m'y arrêter quelques instants parce que ces programmes, ce sont des programmes de formation. Il y a 11 programmes qui peuvent préparer les étudiants à des rôles technologiques du niveau junior très demandé aujourd'hui. Les diplômés vont disposer des compétences nécessaires et des connaissances pour innover dès leur premier jour d'emploi. Alors à AWS, on cherche aussi à créer une industrie plus inclusive. Et on prépare des personnes de tous les horizons avec des programmes d'apprentissage et beaucoup d'autres initiatives autour de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints autour des programmes Restart. Mais tout cela, toutes ces 3 lignes que j'ai partagées avec vous, n'auraient pas de sens sans une 4e ligne. Et une ligne qui nous guide aujourd'hui, c'est évidemment la protection de l'environnement et les sujets de durabilité. Vous le savez, le signal d'alarme qui concerne l'urgence climatique a été tiré par de nombreux climatologues et par de grandes organisations scientifiques du monde entier. Chez AWS et chez Amazon, nous pensons avoir un rôle à jouer sur ce sujet et c'est pour ça que nous avons créé The Climate Pledge, qui est notre engagement à respecter les accords de Paris avec 10 ans d'avance. Nous innovons, nous investissons dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2025. Nous sommes devenus la plus grande entreprise acheteuse d'énergie renouvelable au monde. Nous avons plus de 34 projets d'énergie renouvelable en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. On a beaucoup de chance de collaborer avec des grandes entreprises françaises comme Total, Engie ou encore Green Yellow, qui nous aident à tenir notre engagement d'atteindre 100% d'énergie renouvelable dans toute notre infrastructure mondiale. Alors, au-delà de notre consommation, ça c'est une chose, mais nous limitons, lorsque nous concevons nos serveurs, lorsque nous concevons nos équipements, lorsque nous concevons nos data centers, on limite notre consommation d'eau et d'énergie.
Et nous les concevons de manière à accroître leur efficacité énergétique en fonctionnement. Il y a une étude de 451 Research qui a révélé que l'infrastructure d'AWS est 5 fois plus économe en termes d'énergie que la médiane des centres de données des organisations européennes. 5 fois plus efficace. C'est la clé pour vous proposer des solutions moins énergivores, car après tout, l'énergie la plus verte, c'est celle qui n'a pas été consommée. Alors, pour illustrer mon propos, nous avons créé pour nos clients des processeurs baptisés Graviton. Je crois que Steven vient d'en parler. Ces processeurs, ils visent à être 2 à 3,5 fois plus efficaces au niveau consommation énergétique, 2 à 3,5 fois plus efficaces que n'importe quel autre processeur. Nous vous aidons aussi, nos équipes sont à votre disposition, à construire vos applications durablement. Et cela commence par des solutions dites sans serveur, le serverless, qui optimisent vos besoins en capacité de traitement. Les entreprises françaises, des startups aux grandes entreprises, agissent au quotidien sur ces sujets en adoptant le cloud AWS. Je pense à des entreprises comme Metron, Green Citizen ou encore Sencrop pour les startups, mais aussi Terega, ou Tids, ou Engie, ou Thales, et ils sont nombreux à témoigner aujourd'hui. Alors, ces 2 dernières années ont été marquées par des avancées absolument remarquables, et je ne vous cache pas l'enthousiasme pour ce qui nous attend demain. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir sur scène aujourd'hui CMA-CGM qui va nous expliquer pourquoi ces questions sont essentielles quand on est un expert mondial de la logistique. Alors je vous invite à accueillir très chaleureusement Kenaz Bedin, qui est directrice de la transformation cloud chez CMA-CGM. Bonjour. CMA-CGM est un leader mondial dans le domaine de transport et de la logistique. Nous créons et mettons en place des solutions de transport et de la logistique intelligente et adaptées aux besoins de nos clients à travers le monde. Nos 130 000 collaborateurs assurent le transport de bout en bout de 22 millions de conteneurs à travers le monde. Et ce ne sont pas les mêmes conteneurs qu'on connaît chez AWS, bien sûr. Sachant qu'un conteneur 20 pieds de CMA-CGM peut contenir jusqu'à 28 tonnes de marchandises qu'on transporte avec nos 566 navires, nos 4 avions et nos camions. CMA-CGM transporte la réplique de la Statue de la Liberté avec les navires. On transporte aussi des aides humanitaires à bord de nos avions ou Seva Logistique qui transporte pour Ferrari leur écurie de Formule 1. De l'usine jusqu'à notre client final, à travers le ciel, les routes et l'océan, dans nos terminaux et nos 750 entrepôts, nous jouons un rôle central pour développer des échanges économiques justes et équilibrés, respectueux de chaque être humain et de notre planète. Maintenant, pourquoi le cloud pour CMA-CGM? Nous sommes confrontés à un marché qui évolue sans cesse, un marché soumis à des facteurs extérieurs, comme la géopolitique, le coût des carburants, la météo, les réglementations, et la liste est longue. Donc nous devons d'innover et d'apporter la meilleure qualité de service à nos clients et partenaires, et ce, avec les plus hauts standards de la sécurité et la cyber. C'est cette recherche d'agilité, d'adaptation et d'innovation qui nous a poussé à étudier le cloud. Nous avons commencé à utiliser AWS il y a 4 ans. On a migré notre application de reporting financier dans le cloud AWS. Nous sommes présents dans 160 pays et nous avons continué l'adoption de cloud dans toutes nos régions avec la migration de nos workloads régionaux dans le cloud, et nous avons continué avec la migration de l'intégralité de notre landscape SAP dans le cloud AWS. Notre stratégie cloud nous a permis d'apporter une meilleure réponse à la croissance de notre activité. Nos équipes ont mesuré jusqu'à 70% de gains sur les activités qui auparavant étaient faites manuellement dans nos data centers. Et désormais, nous pouvons mettre en production de nouvelles applications innovantes dans de plus courts délais. Tout ceci n'aurait pas été possible dans nos data centers. Et donc, aujourd'hui,
Encouragés par tous les succès que nous avons eus, nous travaillons pour la migration de toutes nos applications éligibles dans le cloud AWS et donc nous nous préparons à la fermeture de nos data centers. Au-delà des bénéfices que nous attendions avec l'adoption de cloud, travailler avec AWS nous a permis de mieux servir notre mission principale. Donc je vais vous donner quelques exemples. Nous sommes une entreprise de transport et donc constamment à la recherche d'innovation. Le cloud nous permet de donner des moyens à nos collaborateurs d'incuber, de tester, de créer et donc pour les attirer et les garder également. En 2023, Tangram ouvrira ses portes. Il s'agit d'un lieu dédié pour la création de transport et la logistique durable de demain. Ce lieu sera ouvert pour nos collaborateurs CMA-CGM, mais également pour les chercheurs, pour les étudiants externes, les startups, les grands groupes, les clients et les partenaires. L'aventure cloud nous a permis de former plus de 300 collaborateurs aux technologies AWS afin de contribuer à l'enrichissement de leur vie professionnelle. Une approche inclusive qui laisse personne au bord de la route. Un plan de formation veillant à inclure des membres de nos équipes répartis dans le monde entier. Nous avons également animé des événements avec nos partenaires IT parce que notre objectif était d'avoir une approche inclusive. Donc, nous avons eu des approches collaboratives à travers les Game Day, les onboarding accélérés, afin que notre transformation puisse bénéficier à toute l'organisation et pas uniquement au département cloud. En 2022, nous continuons le développement de notre écosystème en formant plus de personnes aux nouvelles technologies, mais aussi à l'agilité, l'art de travailler ensemble. Lancement de la SkillsGuild avec AWS et également CMA-CGM Academy cette année nous permettra de motiver nos collaborateurs, motivés à adopter le changement encore plus. On va créer des communautés de practice et également les accompagnements tailor-made. Le cloud nous permet de mieux servir nos clients aussi. L'adoption d'AWS nous a permis de lancer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités pour fournir la meilleure qualité de service à nos clients. Par exemple, en quelques mois, on a mis en production une application de cotation instantanée pour proposer des prix au plus justes à nos clients. Sans les capacités de cloud, il aurait fallu 4 fois plus de temps. Ou encore, le déploiement de Amazon Connect pour nos 100 agences en Australie, qui au jour au lendemain devaient travailler de chez eux et avaient besoin d'un outil simple et facile à utiliser pour pouvoir répondre à nos clients. Le cloud AWS nous a également apporté une meilleure disponibilité, plus de contrôle et de visibilité pour nos clients sur leurs échanges. En tant qu'acteur de l'économie mondiale, notre niveau d'exposition peut nous conduire à être sujet de cyberattaques. Donc l'utilisation d'AWS a prouvé qu'il était beaucoup plus simple et rapide de répondre à cyberactes malveillants. On a pu en quelques heures activer la solution DNS, la route 53, pour garantir la disponibilité du service de résolution de nom. Notre objectif est d'atteindre le net zéro carbone en 2050. Pour réussir cet engagement, nous agissons sur 3 leviers pour décarboner nos activités. Nos assets, à travers les navires LNG qui sont compatibles avec la biométhane, e-méthane et méthane de synthèse. L'énergie, en produisant de nouveaux carburants alternatifs. Et nos opérations, en régulant la vitesse ou en optimisant les trajectoires. L'adoption d'AWS est un élément important pour réduire notre impact en CO2, que ce soit à travers un IT plus green ou un IT au service d'un transport plus green. Sur les aspects Green IT, l'impact est instantané, avec les premières applications migrées ou directement construites dans le cloud. Et on voit bien que les architectures cloud sont moins énergivores par conception. Également, le cloud nous aide à mettre en place les solutions intelligentes
pour mesurer notre impact, réduire nos émissions en optimisant nos routes, le temps d'attente dans les ports et finalement engager tous nos collaborateurs à réduire leur impact journalier. La migration vers AWS a accéléré notre propre transformation IT en captant les bénéfices que nous attendions, l'agilité, capacité d'innovation et adaptation pour notre métier et la sécurité. Nous écrivons désormais le chemin vers la fermeture de nos data centers. Le cloud et l'innovation digitale sont les outils extraordinaires qui peuvent avoir des impacts au-delà de notre vie professionnelle quotidienne. Aussi, nous travaillons ensemble avec AWS sur nos défis d'aujourd'hui et demain. Par exemple, à plus court terme, suite à la migration de notre portail e-commerce, on pourra proposer à nos clients des services à valeur ajoutée et plus rapidement, mais aussi aider notre métier à atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 avec la fermeture de nos data centers, mise en place des contrôles de bonnes pratiques énergétiques sur le cloud ou encore accélérer la transition énergétique du transport et de l'ensemble de la chaîne logistique à travers des applications innovantes. Pour écrire cette nouvelle page, pour notre entreprise et pour notre planète, nous avons besoin des talents. Ceux qui sont déjà avec nous, mais également ceux qui ont envie de nous rejoindre. Merci à tout le monde et je vous souhaite une belle journée. Merci, Kenaz. Un grand merci, Kenaz. Kenaz a la chance de travailler pour une entreprise formidable. Andy Jassy le dit, la vitesse, c'est un choix. CMA CGM, ils ont choisi d'aller vite. Ils le font bien. Ils se sont concentrés sur les clés de succès. Les clés de succès, c'est les plateformes, la culture et les personnes. Bravo. Et je pense que le témoignage de Kenaz permet de démontrer comment le cloud permet de réconcilier aujourd'hui des objectifs qui jusque-là étaient contradictoires d'ailleurs et qui étaient l'innovation et la sécurité d'une part, et le développement durable de l'autre. Alors c'est ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure avec nos 4 lignes directrices, mais peut-être que pour les résumer, en fait, il faut les voir comme une maison. À la base de tout, le plancher, c'est le fait que nous souhaitons être à vos côtés, et ça, c'est la base. 2 murs ensuite, le premier, bien vous former pour vos incapacités, et le deuxième, tout sécuriser et sécuriser vos workloads. Et enfin, au-dessus de tout ça, le toit, c'est ce qui nous protège et c'est préserver notre planète. Alors, continuez d'innover, continuez de grandir, continuez de changer. Nous écrivons ensemble, et je vous en remercie, chaque jour, cette histoire depuis maintenant plus de 16 ans. Je vous remercie tous encore une fois de vous être joints à nous aujourd'hui, clients, partenaires et nos sponsors, évidemment, sans qui tout cela ne serait pas possible. Ça fait maintenant 4 ans que je suis chez AWS en France. J'ai la chance de faire partie d'une équipe absolument incroyable. Et donc maintenant, je vous prie d'accueillir Stéphane Hadinger, qui est directeur de la technologie en France et que je remercie d'avoir accepté de remplacer Werner au pied levé. Merci d'accueillir Stéphane et à tout à l'heure. Merci Julien. J'ai un immense privilège, c'est celui de rencontrer des clients tous les jours. Et quand je vous demande de quoi vous avez besoin et surtout pourquoi vous choisissez le cloud AWS, j'ai 2 réponses qui reviennent très souvent. La première, c'est l'agilité, être capable de réagir plus vite, en particulier face à l'imprévu. Et la deuxième, c'est la sécurité, c'est augmenter votre résilience, en particulier face aux cyberattaques. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, agilité et sécurité sont 2 piliers fondamentaux pour l'innovation, pour innover plus vite. Et c'est vraiment notre parti pris chez AWS également, c'est d'innover dans ces services-là pour vous proposer de l'innovation continue, des nouveaux services et vous permettre aussi à vous d'innover. Alors prenons 2 exemples. D'abord une entreprise 1, je vais l'appeler comme ça, qui choisit de garder ses propres centres de données, qui achète sa technologie et qui en général va la garder pendant les 5 ans à venir. Et l'entreprise 2, qui choisit le cloud AWS et qui du coup bénéficie instantanément de plus de 200 services, mais surtout des services qui évoluent constamment, qui innovent constamment. Et ce qui est intéressant, c'est que posons-nous un petit peu la question de, quand on fait ce genre de choix, qu'est-ce que ça veut dire sur le moyen et le long terme?
Et j'ai une petite réflexion, c'est que certaines décisions qu'on prend peuvent avoir aussi générer des contraintes sur le long terme dont on ne s'attend pas forcément. Alors l'innovation, ça commence à tous les niveaux. Ça commence bien sûr par les centres de données, sur lesquels nous innovons beaucoup, et notamment pour augmenter l'efficacité énergétique. Nous avons fait une étude avec le cabinet 451 Research. Nous avons fait cette étude aux États-Unis, nous avons fait également cette étude en Europe, et cette étude démontre que le fait d'utiliser le cloud AWS permet de réduire de 80% la consommation d'énergie. Les raisons sont nombreuses, et notamment le taux d'utilisation des ressources est bien meilleur dans le cloud. Et donc voilà, le fait de bouger dans le cloud AWS permet en général de réduire de quasiment 80% les ressources. Donc comme je disais, les choix du passé peuvent avoir des conséquences sur les contraintes, sur le futur. Et j'aimerais vous parler de la navette spatiale américaine. Donc la navette spatiale, sur le côté, vous voyez ici, il y a deux propulseurs. Ce sont des propulseurs à poudre. Ce sont des propulseurs qui donnent le gros de la poussée initiale. Ces propulseurs, ils ont un diamètre de 3,71 m. On va y revenir dessus. En réalité, quand on parle aux ingénieurs de la navette spatiale, ils auraient préféré faire des propulseurs un peu plus larges. Ça aurait donné un petit peu plus de poussée et c'était une meilleure équation. Mais ils avaient une contrainte, c'était pas possible de les faire plus larges. La contrainte, elle vient en fait du fait que ces propulseurs sont construits à un endroit et sont transportés par morceaux par chemin de fer. Or, il y a une limite à la taille de ce qu'on peut mettre et transporter en chemin de fer. Il y a ce qu'on appelle la jauge, elle est de 3,96 m aux États-Unis. Elle est notamment liée avec vous savez, la taille des tunnels. Et quand un tunnel existe, on ne peut pas étendre le tunnel. Et maintenant, quand on vient un petit peu plus en détail d'où vient cette taille des tunnels et d'où vient cette taille des trains, en réalité, c'est lié très directement à l'espacement des rails. L'espacement des rails qui est standardisé, qui est à 1,44 m. Mais d'où vient cet espacement des rails? Pourquoi 1,44 m? En fait, ça vient des tout premiers chemins de fer qui ont été construits au Royaume-Uni en 1798, puis aux États-Unis en 1827, et qui ont été calés, c'est la même taille que pour les tramways qui existaient auparavant. Pourquoi? Parce que c'était plus pratique, parce que les outils existaient déjà, parce que le savoir-faire existait déjà. Donc, reprendre la même taille, c'était plus pratique. Et d'où vient cette taille des rails de tramway? En fait, il vient de la taille d'espacement des roues entre les chariots avec des chevaux. Pourquoi? Là encore, parce que l'outillage existait, parce que c'était plus pratique de reprendre la même taille que les chariots. Et d'où vient l'espacement des roues sur les chariots? En fait, ça vient de l'Empire romain. Ça vient initialement, d'ailleurs, on le voit, c'est sur les traces des sillons, donc ça a été relativement standardisé, un standard de fait. Et donc ça vient de l'espacement des roues dans les chars romains, il y a plus de 2000 ans. Et cette taille-là, en gros, c'est la taille nécessaire pour pouvoir avoir 2 chevaux côte à côte et construire le chariot tout autour. Donc de fil en aiguille, en fait, on s'aperçoit qu'une décision qui a été prise il y a plus de 2000 ans par l'Empire romain a une conséquence directe, une contrainte directe sur la taille des propulseurs de la navette spatiale. Bon, après, certaines contraintes vont être un petit peu à plus court terme, mais certains clients me racontent des fois que, et peut-être vous allez reconnaître ça, qu'à un moment donné, ils ont fait un choix de technologie de base de données, relationnelle et transactionnelle. Et c'était un très bon choix. Mais de fil en aiguille, ils sont arrivés à utiliser la même technologie de base de données pour tous les usages, y compris des usages pour lesquels, en fait, ce n'est pas forcément la meilleure technologie ou la plus efficace ou la plus économique. Et pourquoi ils l'ont fait? Là encore, parce que c'était plus pratique. Donc, je vous invite à regarder quand vous prenez une décision. Bien sûr, quand vous allez choisir votre plateforme, vous avez envie de choisir la solution qui apporte le plus de fonctionnalités. Mais je vous invite aussi à regarder la solution qui innove le plus, qui vous apporte constamment le plus de nouveautés. Et chez AWS, nous avons cette culture de l'innovation, et surtout cette culture de l'innovation qui est pilotée par vous, par les clients. Plus de 90% des nouvelles fonctionnalités que nous développons sur la plateforme viennent directement de vos demandes. Donc dites-nous à chaque fois ce qui manque, dites-nous de quoi vous avez besoin. Et les 10% qui restent, nous inventons justement basé sur vos retours. Alors dans ces inventions, j'aimerais parler d'abord de Nitro. Nitro, c'est notre nouvelle technologie de virtualisation disponible depuis 2017. Et vous le savez, la virtualisation, c'est un composant essentiel dans le cloud. Or, les techniques de virtualisation, on les a optimisées année après année, et nous nous sommes rendus compte qu'elles avaient été conçues à l'origine
pour une machine ou vraiment un petit groupe de machines, pas pour une flotte d'un très très grand nombre de machines. Donc, nous sommes repartis de la page blanche en se disant, et si nous devions reconcevoir l'hyperviseur du futur, mais pour le cloud, à l'échelle du cloud. Et c'est ce que nous avons fait avec Nitro, avec deux idées principales. La première, c'est d'accroître la sécurité, et la sécurité à l'échelle, notamment en intégrant du chiffrement à la volée. Donc, Julien en a parlé un tout petit peu, donc c'est ce que vous avez aujourd'hui sur Nitro, une case à cocher, le chiffrement est automatique, et il n'y a pas d'impact de performance. Et donc le deuxième aspect, c'est ça, c'est les performances. C'est faire en sorte que cette virtualisation avec Nitro, elle n'ait pas d'impact de performance et qu'une machine virtuelle soit quasiment au même niveau que du bare metal. Donc c'est ce que nous avons proposé avec Nitro donc depuis 2017. Et en fait, il y a eu un autre avantage avec Nitro, dont on ne s'attendait pas forcément au début, c'est que ça nous a permis d'innover plus vite. Parce qu'en fait, Nitro, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce sont des cartes PCI Express. Donc des cartes que nous mettons dans les serveurs et qui contiennent du matériel, des coprocesseurs d'accélération qui vont accélérer à la fois la partie hyperviseur et qui vont aussi assurer tout le chiffrement à la volée. Donc le fait de pouvoir déployer ces cartes dans du nouveau matériel, ça a accéléré l'innovation et l'intégration de nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, nous vous proposons plus de 500 types d'instances sur EC2 pour tout type d'application ou virtuellement tout type d'application. Comme par exemple, je vais prendre les plus extrêmes, comme SAP, Sapana, avec des instances qui vont aller jusqu'à 24 téraoctets de mémoire vive. Et c'est une technologie qui est robuste, qui est très utilisée tous les jours. On a compté, chaque jour, nos clients lancent plus de 60 millions d'instances EC2. C'est le double du chiffre que nous avions en 2019. Mais vous en voulez toujours plus, et c'est normal. Donc l'innovation, elle se trouve aussi dans le choix de processeurs, le large choix de processeurs et d'accélérateurs matériels. Donc dans les processeurs, vous bénéficiez bien sûr aussi aujourd'hui des toutes dernières générations des processeurs Intel Xeon Scalable Processor, des toutes dernières générations d'AMD EPYC. Et Nitro nous a permis aussi d'introduire les instances Mac et Mac M1 qui sont aujourd'hui en preview. Et surtout, nous fabriquons nos propres processeurs. Donc on va creuser un tout petit peu ce que ça signifie. C'est d'abord Trainium, qui est un processeur qui va accélérer la création de modèles de machine learning. Et Inferentia, c'est le pendant, c'est un processeur qui va optimiser l'exécution du machine learning, ce qu'on appelle de l'inférence. Et j'aimerais rentrer un tout petit peu plus en détail sur Graviton, qui est un processeur qui permet de faire fonctionner des applications standards. Alors Graviton, c'est une technologie, c'est basé sur une technologie qu'on appelle ARM, une technologie que vous utilisez tous les jours, j'en suis certain. C'est la même technologie que celle que vous avez dans votre téléphone portable ou dans votre tablette. Cette technologie, elle a une caractéristique intéressante, c'est qu'elle consomme peu d'électricité, ce qui est une bonne nouvelle pour la durée de vie de votre batterie. C'est un des bénéfices que vous avez immédiatement dans le cloud également avec Graviton, Graviton 2 et Graviton 3. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Graviton 2 consomme en général 60% moins d'électricité que des instances EC2 comparables. Et avec Graviton 3, on va encore réduire de 25% la consommation électrique à performance équivalente. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Ça consomme moins. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça coûte moins cher. C'est-à-dire quand on regarde, là encore, le ratio performance-prix, on gagne typiquement, et vous gagnez typiquement jusqu'à 40%. Donc ça fait deux très très bonnes raisons pour utiliser Graviton. Donc vous pouvez utiliser Graviton directement sur l'instance EC2. Vous pouvez aussi, encore plus simple finalement, l'utiliser via les services opérés, comme OpenSearch, comme RDS sur des bases de données open source par exemple. Et là, quand vous êtes sur ces services opérés, c'est juste une option de plus. Vous pouvez rester sur les familles de processeurs traditionnels ou passer sur du Graviton 2. Et ça démontre, là encore, l'intérêt de ces services opérés, c'est que vous bénéficiez automatiquement de toute l'innovation qui va avec. Et bien sûr, si vous faites du serverless, vous avez aussi cette option-là, que vous soyez sur Fargate ou que vous soyez sur AWS Lambda. Et là encore, c'est une option. Et quand vous cochez cette option-là, en général, on voit en moyenne, vous gagnez autour de 34%, là encore sur ce ratio prix-performance. Donc nous revenons sur nos deux entreprises. L'entreprise 1 qui a acheté ces technologies il y a 5 ans et qui finalement est plus ou moins bloquée sur cette technologie-là, ou l'entreprise 2 qui continue à bénéficier de toute cette innovation en permanence. Alors j'aimerais vous montrer un exemple d'entreprise qui a dû réagir pendant la pandémie
et qui a développé en mode serverless, justement pour utiliser toutes ces dernières technologies. Cette société, c'est Taco Bell. Taco Bell is one of America's most iconic brands. We have over 7,000 restaurants in the US. We run pretty much all of our infrastructure in the cloud, and all of it runs in AWS. COVID-19 was a disruptor. Many of our restaurants had to close indoor. We did see a consumer shifting demand towards delivery and drive-through services and mobile and web ordering. Our integration with delivery providers happened very fast because that's what our customers demanded. And we used AWS technology to be able to, in real time, deliver the menu and deliver their restaurant information to all these delivery providers. And that's when the power of the cloud comes in. We built on serverless because we don't think managing servers is core part of our business. So having an environment where we don't have a lot of upfront costs, we can start small, only pay for what you need, and then as we're successful and we're scaling out and those services are automatically scaled for us, that is very important. We see a path to where 50% of our orders will be digital. But at the same time, we always look at it as an omni-channel experience for our customers. Superbe exemple de Taco Bell et justement d'utilisation du serverless. Mais le cloud, ce n'est pas que le serverless. C'est aussi les applications traditionnelles, les applications critiques, comme SAP, comme Oracle, comme Windows. Et ce que nous voyons, c'est surtout l'opportunité de créer des nouveaux types d'applications qu'on n'avait pas du tout vues auparavant. Et en fait, le cloud aujourd'hui s'étend en plusieurs options. Il y a bien sûr les régions AWS que vous connaissez depuis longtemps, comme la région Paris que nous avons lancée en 2017. Et maintenant, se donnent de nombreuses options supplémentaires, comme Local Zone, comme Wavelength pour la 5G, comme Outpost, comme aussi toute la gamme IoT et Snow. Tout ça, bien sûr, c'est relié par notre réseau global, qui relie les 26 régions, les 84 zones de disponibilité et les 310 points de présence. Donc revenons un tout petit peu sur Local Zone. Local Zone, c'est un nouveau moyen de déployer vos applications. C'est de la capacité qui est disponible dans certaines villes. Il y a de la capacité serveur, stockage, base de données, pardon. Et ça vous permet de déployer vos applications pour être au plus proche de vos utilisateurs, pour réduire la latence, typiquement sur des latences inférieures, par exemple, à 10 millisecondes. Et il y a certaines applications qui sont très sensibles à la latence. On va parler de Supercell. Vous connaissez peut-être, certainement, ou peut-être que vos enfants connaissent Supercell. C'est Heyday, Clash of Clans ou Brawl Stars. Et Supercell, alors pour donner quelques chiffres, hein, ce sont des millions de joueurs actifs. Ils utilisent plus de 5000 serveurs, plus de 600 bases de données. Ils capturent et ils traitent plus de 5 téraoctets de données par jour. Mais certains jeux, comme Brawl Stars, sont des jeux en temps réel. Et donc c'est important d'avoir de la capacité au plus près pour que le jeu soit plus interactif. Donc Supercell utilise déjà les local zones qui sont disponibles aux États-Unis et a prévu d'utiliser celles qui seront déployées un petit peu plus tard, un peu partout dans le monde. Alors en parlant de faible latence, il y a également Outpost, qui est un service complètement opéré, où vous pouvez bénéficier de la technologie AWS sur vos propres sites. Par exemple, dans des unités, des usines ou des unités de production. Donc j'aimerais vous montrer un exemple, ici, d'une société qui fabrique de la fibre optique et qui utilise à la fois Outpost, qui utilise du machine learning pour de l'usage, pour de l'analyse d'images, et également de la 5G pour contrôler ses robots autonomes. Ah, pardon, c'est pas le bon. Je reviens, désolé. Donc, sur Outpost, c'est le Nasdaq qui, là encore, a des besoins de très faible latence. Donc, le Nasdaq, vous le savez, c'est la bourse américaine. Et le Nasdaq, donc dans les transactions, il faut que ça aille très vite. Donc, le Nasdaq a prévu d'utiliser Outpost pour migrer ses marchés d'options dès cette année et l'utilisera un petit peu plus. Donc Outpost existe également dans des versions plus petites. Il y a l'Oracle 42U. Il y a l'Oracle et aussi des petits formats 1U ou 2U qui le rendent compatible avec des déploiements, par exemple dans un restaurant ou par exemple dans des boutiques ou des bâtiments qui sont beaucoup plus petits. Donc je ne passerai pas en revue l'ensemble des autres choses. Et c'est là maintenant qu'on va regarder Corning. Désolé pour cette petite inversion. Donc Corning, qui est ce fabricant de fibre optique qui utilise l'ensemble de ces technologies.
I'm Mike Bell, Senior Vice President and General Manager of Corning Optical Communications. Our plant in Hickory is one of the largest optical cable manufacturing plants in the world. For any manufacturer, process control, that's monitoring and correcting defects, is one of the biggest day-to-day challenges. The second big challenge is throughput. Having materials flow through a factory as fast as possible. At our Hickory plant, we're working with Verizon and Gasalt Robotics, running highly scalable edge services on AWS Outpost that provide autonomous navigation and advanced environmental sensing as a service. Gasalt Robotics solution uses computer vision and machine learning to process sensor data received from autonomous mobile robots, then send those commands to the AMRs over ultra-low latency, high-throughput 5G networks. I think it's exciting to consider how this technology will enable us as well as other manufacturers to better harness the data being collected on the factory floor. If we can capture that data, process and interpret it more efficiently, we can see things that we couldn't see before. All these things lead to better flow of goods within the factory. This project, by combining AWS Outpost and Verizon 5G Edge, we're able to improve safety, precision, efficiency, and explore the potential of 5G in a manufacturing setting. J'espère que ça aura peut-être donné des idées à certains. Donc ces technologies sont juste absolument fabuleuses et nous voyons énormément d'opportunités. Alors je n'aurai pas le temps de passer non plus sur la 5G, sur l'IoT, il y aura des sessions aujourd'hui sur ces sujets-là. Et j'aimerais maintenant inviter un de nos clients pour voir comment le cloud et le cloud AWS les aident à se transformer. J'ai l'immense plaisir d'accueillir François Legac, Head of Cloud chez Airbus. Je viens de réserver le restaurant pour ce soir sur The Fork. Donc merci The Fork, merci Amazon et merci de m'accueillir. Airbus, c'est 130 000 personnes, femmes et hommes, qui travaillent sur 180 sites partout dans le monde. Alors c'est plus simplement en Europe. Airbus se développe sur l'ensemble des continents. Travaille avec 12 000 fournisseurs au quotidien, avec une grande problématique de l'entreprise étendue. Ces femmes et ces hommes construisent alors des avions commerciaux, des avions militaires, des hélicoptères, mais aussi des satellites, des drones, et un ensemble de services à valeur ajoutée autour de la donnée, autour de l'observation ou de l'aide à la décision, et des services de cybersécurité. Airbus, à la sortie du Covid, a vu deux enjeux, en fait, principaux. Le premier, c'est l'augmentation des cadences. C'est continuer à livrer, en temps, en qualité. Et le deuxième, c'est ouvrir la voie à la décarbonisation. Airbus prétend être un leader dans le domaine de la décarbonisation et l'environnement est un jeu fondamental pour Airbus. Et nous savons que le cloud va aider pour répondre à ces deux enjeux. Alors, l'histoire du cloud et l'histoire d'Amazon à Airbus a commencé en 2018. Nous avons sélectionné Amazon Web Services sur deux critères importants. Le premier, c'était le leader du cloud, et ça l'est toujours. Et le deuxième, c'était le seul, en fait, à nous proposer de la flexibilité sur les coûts, et notamment aucun engagement de volume. Donc nous sommes partis avec AWS, et nous avons décidé de faire une migration du legacy. Mais cette migration, elle se fait dans un contexte de stabilité opérationnelle. Les data centers étaient quasiment amortis. On a peu d'incidents. Nous recherchions le critère de coût, et ça j'y reviendrai, et c'était l'unique critère en fait de la migration. Nous avions une landing zone en cours de développement, donc un petit souci de timing. Nous n'avions pas les compétences, et donc là, un mur, le mur de la résistance au changement. Alors là où nous avons été plutôt pas mal, c'est sur le développement de nouveaux services. Alors là, je vous cite 3 exemples. Skywise, qui est la plateforme digitale d'Airbus aux airlines, plateforme de data analytics. C'est 18 pétas de données, 36 millions d'heures de calcul.
Cette plateforme a été développée en serverless pour les airlines et pour les suppliers. Les deux autres exemples, et ça vous les verrez cet après-midi dans les breakout sessions, je vous invite à y aller, c'est la plateforme IoT et l'application Where Are You. C'est une application en fait, qui va traquer les composants d'assemblage pour Airbus, sur lesquels on place des sensors GPS. Cette application et cette plateforme étaient en limite de performance. Donc nous avons décidé de la refactorer, quasiment 100% serverless. Et grâce à ça, nous avons amélioré la performance. Nous avons pu intégrer beaucoup plus de capteurs. Nous en sommes à 17 000 et beaucoup plus à venir. Et nous avons constaté du saving sur les coûts à 27%. Le troisième exemple, c'est My Airbus Delivery. Alors, My Airbus Delivery s'inscrit dans le process de livraison aux clients, aux airlines. Stellantis va arriver tout à l'heure. Mais nous tous, quand on a fait l'achat d'une nouvelle voiture, on l'attend avec impatience. Alors imaginez ce que c'est pour un avion. C'est beaucoup, beaucoup plus fort. Nous avions besoin de fournir une expérience utilisateur à nos airlines en fournissant, ingérant des données en temps réel sur ce qu'il attendait, l'inventaire, la livraison, la logistique. Et nous avons pu faire ça en serverless. Nous avons augmenté la capacité d'accès des utilisateurs et surtout, nous gagnons en agilité parce qu'il nous faut 10 minutes maintenant pour déployer un stack technologique dessus. Donc ces trois exemples montrent deux choses. Le premier, c'est que le managed service et le serverless sont vraiment des choses à envisager sur une transformation digitale. Et la deuxième, c'est qu'il y a d'autres notions de bénéfices que les coûts. Il y en a 6. Alors le premier, c'est l'agilité. Aujourd'hui, à Airbus, nous sommes capables de livrer des projets en 3 mois versus 24 mois en temps normal. Il y a aussi le choix d'un stack technologique. Sur nos data centers, nous passions 15 à 18 mois à déployer des nouveaux stacks technologiques. Aujourd'hui, ils sont disponibles sur Amazon. Il nous faut juste 3 mois en fait, pour les mettre en compliance sur notre landing zone. Le deuxième, c'est l'échelle. L'échelle, c'est la composante du cloud. Grâce à l'échelle, à la scalabilité, nous n'avons plus de problème de provisioning, plus de problème de capacity planning. La troisième, c'est la sécurité. Alors la sécurité, le cloud nous permet en fait de déployer des niveaux de sécurité qui seraient beaucoup plus compliqués à déployer sur un data center classique. La ségrégation du réseau ou des comptes, l'encryption par défaut d'un ensemble de services, et puis un accès à des données en fait, significatives pour faire de l'analyse et de l'analytics. Alors la performance, même si nous n'avons pas un SLA contractuel avec Amazon, nous savons mesurer en fait, de la performance. Et nous savons nous appuyer sur cette disponibilité pour fournir des SLA à nos airlines. Ce que vous voyez, 99-99, c'est un des SLA que Airbus commit sur une application auprès de ses suppliers. L'obsolescence, alors au moins sur l'infrastructure, l'obsolescence, elle est réduite significative. En tout cas, on l'oublie presque, au moins sur le hardware et sur l'OS quand il s'agit de managed service. Ça nous évite des projets et des budgets ultra lourds et très inertes en fait pour traiter l'obsolescence. Et enfin, en toute fin, nous avons du savings. Alors ce que nous mesurons aujourd'hui, c'est entre 25 et 40% de savings sur ce que nous avons fait en fonction de la méthodologie ou de l'application. Alors ces savings, ils sont intéressants quand on y met du FinOps dessus. Alors le FinOps, c'est quelque chose de très intéressant à considérer parce que ça nécessite peu d'investissement, mais par contre, ça va rapporter des savings avec un retour sur investissement considérable. Nous, on l'estime à 200% ce ROI. Donc une fois qu'on a tous ces critères de bénéfices, eh ben, il n'y a plus qu'à. Et Airbus, effectivement, y va. Donc Airbus va digitaliser l'ensemble de ses divisions, commerciales, mais hélicoptères et Defense and Space. Sauf qu'il nous faut les compétences. Et pour les compétences, Airbus travaille sur 4 axes. Le premier, c'est renforcer le partenariat avec les partenaires classiques. Renforcer, ça veut dire être transparent sur la stratégie, sur nos roadmaps. Ça veut dire aller réutiliser
des ressources qui ont déjà fait ça ailleurs. Le deuxième, c'est développer. C'est développer de nouveaux partenariats avec des sociétés adaptées dans le secteur du handicap. Ça, c'est quelque chose qui va nous prendre du temps parce qu'on va aller chercher sur ces métiers, on va aller chercher des métiers à valeur ajoutée, développeurs et pourquoi pas architectes. Ça va nous prendre 24 mois. Mais ça, c'est un acte social et c'est un enjeu sociétal. Le troisième élément, c'est influencer. Aller influencer les universités. Et nous tous, là, dans cette salle, nous avons notre rôle à jouer. Il faut être en capacité d'avoir des jeunes qui vont rentrer sur le marché en connaissant le cloud. Alors, influencer ou même créer. Airbus va lancer en septembre 2022 sa première certification cybersec et certainement une certification digitale à venir. Et enfin, embaucher. Alors, embaucher, Airbus embauche dans les sujets du cloud, de l'IoT, de la data analytics, de la sécurité. Et je sais que c'est difficile à embaucher, et nous sommes tous confrontés à ça. Mais Airbus, comme d'autres grandes sociétés, ont 3 atouts. Des stratégies, des budgets et des projets. Et les femmes et les hommes qui vont nous rejoindre pourront travailler au cœur de cette stratégie, voire créer cette stratégie digitale avec nous. Ces femmes et ces hommes qui vont nous rejoindre partageront 4 valeurs fondamentales. Le respect, l'ambition, l'humilité et la solidarité. À ces femmes et ces hommes qui nous rejoindront et à vous tous, je vous remercie. Il n'y a pas de micro. Airbus a accéléré, bravo François et bravo toute l'équipe d'Airbus. Parce que comme le disait François, au départ, il y avait de la résistance au changement. Mais Airbus aujourd'hui utilise le cloud pour réinventer l'aviation. Vous avez vu des plateformes data, des plateformes d'Internet des objets, des applications pour améliorer et gérer les livraisons des clients. Alors maintenant, pour conclure, je vous prie d'accueillir quelqu'un dont vous connaissez peut-être la voix, parce que c'est la voix du podcast AWS en France. Je vous prie d'accueillir Sébastien Stormack qui va venir conclure cette session avec Stellantis ensuite en invité. Un grand merci à vous tous, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure. Au revoir. Comme pour Airbus, le cloud permet de changer la manière dont on fait du business. Les capacités de calcul, les capacités de stockage sont maintenant facilement accessibles et peu coûteuses. Et la conséquence, c'est que les organisations stockent de plus en plus de données qu'auparavant. La plupart d'entre vous, vous stockez des térabytes de données, même parfois des pétabytes de données. Le cabinet IDC prévoit que cette année seulement, en 2022, il y aura 97 zettabytes de données créées et répliquées. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, un zettabyte, ça ne me parle pas. Alors 97 zettabytes, imaginez. Donc avec mes collègues, on a fait un peu de maths. On va prendre une analogie. On s'est amusé à calculer que si on prenait des disques durs d'1 térabyte et qu'on mettait les 97 zettabytes dessus, qu'on empile tous les disques durs, on atteindrait la hauteur de la Tour Eiffel 18 millions de fois. 18 millions de fois la hauteur de la Tour Eiffel. C'est aussi équivalent à partir d'ici, aller sur la Lune, revenir 16 fois, juste avec votre pile de disques durs. Alors vous le savez déjà, vos données ont de la valeur. Et d'après Forrester, les organisations qui adoptent une approche centrée sur les données grandissent 30% plus rapidement que les autres organisations en moyenne. D'après Accenture, 68% des organisations avouent ne pas être capables de tirer de l'information de leurs données. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pas facile de se centrer sur la donnée. Ça demande des changements de culture, ça demande des changements d'organisation. Et puis il y a aussi les challenges techniques. Mais c'est là que nous sommes là, que le Cloud AWS est là pour vous aider. Alors si on reprend les 2 entreprises dont Stéphane a parlé tout à l'heure, l'entreprise 2 maintenant est bien placée pour utiliser le large éventail de services que nous offrons et pour construire une stratégie autour de la donnée. Ils seront capables de prendre des meilleures décisions plus rapidement. Une stratégie moderne pour gérer les données, ça doit tenir compte du volume de données,
du volume de données que vous avez aujourd'hui, mais celui que vous aurez demain. Ça doit être suffisamment flexible pour adresser tous les cas d'utilisation, ceux que vous connaissez aujourd'hui, mais ceux qui viendront demain également. Et puis, bien sûr, la première priorité, votre stratégie de données doit être sécurisée. Évidemment, vous devez mettre en place des règles de gouvernance pour s'assurer que les bonnes personnes aient accès aux bonnes données au bon moment. Le système doit donc être disponible pour qu'il soit à votre disposition quand vous en avez besoin. Et puis, bien sûr, il ne doit pas vous coûter trop cher. Donc, votre infrastructure doit servir les besoins de votre entreprise à chaque étape du traitement de la donnée. Depuis l'acquisition vers le cloud, le stockage dans des data lakes ou des databases, et puis l'analytique ou l'apprentissage machine. Et le tout avec les bonnes règles de gouvernance définies pour chaque étape. Nos clients utilisent les outils et les services AWS pour se centrer sur la donnée et pour prendre les meilleures décisions le plus rapidement. Vous allez retrouver sur ce slide quelques logos de sociétés françaises également. AXA, tout à l'heure, dans une session breakout, partagera un retour d'expérience sur leur manière de gérer les données avec le cloud AWS. Il y a aussi le logo de Euler Hermès dans le domaine de l'assurance, qui témoignait sur cette scène, ici, au Palais des Congrès, il y a 3 ans, lors de du dernier Summit AWS, lors de la dernière keynote. Alors, à force d'observer et de parler avec nos clients, de parler de leur stratégie autour de la donnée, nous avons observé un certain nombre de patterns qui se répètent. Les entreprises qui réussissent leur transformation le font en général autour de 3 axes. Moderniser, unifier et innover. Nos clients migrent vers le cloud, ils créent des infrastructures qui leur permettent d'opérer à l'échelle dont ils ont besoin, tout en réduisant leurs contraintes opérationnelles. En même temps, ils unifient leur stockage et leur contrôle d'accès, ce qui leur permet d'innover enfin grâce à l'analytique et à l'apprentissage machine. Alors, moderniser votre infrastructure, ça vous permet d'éliminer ce que Werner appelle le « undifferentiated heavy lifting ». J'espère avoir le même accent que lui pour le dire. Moi, j'appelle ça la plomberie. Vous savez, c'est toutes ces choses que vous devez faire qui n'apportent pas de valeur dans votre système d'information. C'est installer, c'est patcher, c'est faire des upgrades, c'est gérer des backups, etc. L'expérience d'AWS, la fiabilité, la sécurité et les performances, ce sont les fondations de votre application, de vos applications. Et un bon moyen pour commencer à moderniser son infrastructure, et le stockage en particulier, ce sont les bases de données. Aujourd'hui, les clients AWS ont un large choix de bases de données, des bases de données spécifiques pour pouvoir choisir la bonne technologie pour le bon cas d'utilisation. Et ça dépend de votre modèle de données, ça dépend aussi des access patterns, des moyens d'accès de votre application. Vous avez le choix entre différentes technologies en fonction de vos modèles de données. Vous avez le choix entre du relationnel, du clé-valeur, du graph, du en-mémoire, du time series, etc. Il y a plusieurs sessions qui parlent de bases de données aujourd'hui. Il y en a une notamment qui vous guide à travers ces choix, comment choisir la bonne base de données pour votre cas d'utilisation. Alors, migrer une base de données, ça peut être compliqué, ça peut sembler long et complexe. Là aussi, on a fait des outils pour vous aider à migrer et pour vous faciliter la tâche. Des outils comme AWS Schema Conversion Tool ou AWS Database Migration Service. Ces outils capitalisent sur notre expérience pour capturer des best practices et pour pouvoir les packager dans un outil facile à utiliser pour vous. Nous supportons d'un côté des migrations homogènes, Oracle à Oracle par exemple, ou aussi des migrations hétérogènes d'un système vers un autre système complètement différent. À ce jour, plus de 500 000 bases de données ont été migrées grâce à Data Migration Service. Mais évidemment, les bases de données, ce n'est pas le seul moyen de stocker de l'information dans le cloud. Vous avez aussi le stockage par bloc, par objet ou par fichier. S3 vient de fêter ses 16 ans. Il vous permet de stocker des objets avec 11 nœuds de durabilité. EBS, Elastic Block Store, vous permet d'accéder à du stockage par bloc performant et facilement. Et puis pour le stockage par fichier, vous utilisez FSX pour Windows ou pour Lustre, ou EFS à travers le protocole NFS pour ajouter, pour effacer des fichiers, sans jamais avoir à provisionner l'infrastructure sous-jacente. Dans certains cas, amener les données dans le cloud, ça peut être également un challenge. Et donc pour ça, on a toute cette offre de services sur la droite, au niveau de l'edge, au niveau du hybride, et pour la migration des données. Alors pour établir une stratégie moderne autour de la donnée, vous devez moderniser, mais vous devez également unifier vos données. Unifier, ça veut dire créer une seule source de confiance pour vous aider à prendre les meilleures décisions
le plus rapidement. Beaucoup d'entreprises unifient leurs données dans un data lake. Un data lake, ça vous permet de collecter, de stocker, d'organiser, de nettoyer, de traiter vos données en provenance de différents silos. Et une fois unifiées, vous pouvez distribuer les données aux personnes ou aux applications qui en ont besoin de manière sécurisée. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 data lakes sur AWS. Des clients comme BMW, ici en Europe, Engie en France, ou Slack mettent en place des data lakes comme source unifiée et source de confiance. Cela leur permet de prendre des meilleures décisions plus rapidement. Alors, quand on construit un data lake, le meilleur endroit pour commencer, j'en ai déjà parlé, c'est S3. S3 stocke plus de 200 000 milliards d'objets. Il répond en moyenne à 100 millions de requêtes par seconde. 100 millions de requêtes par seconde. Et S3 offre des contrôles d'accès, des checks de conformité, des checks de gestion, la gestion du cycle de vie des objets, sans équivalent dans l'industrie. Outre la taille à laquelle nous opérons ce service, moi, ce qui me surprend avec S3, c'est la manière dont il vous permet d'économiser de l'argent également. Il y a quelques années, on a lancé S3 Intelligent Tiering. C'est un système qui déplace automatiquement vos données sur des tiers de stockage moins chers en fonction des patterns d'accès qu'il analyse automatiquement pour vous. Et depuis qu'on a activé cette fonctionnalité, que vous utilisez cette fonctionnalité, vous avez économisé collectivement, nos clients qui utilisent S3 et cette fonctionnalité ont économisé jusqu'à 250 milliards de dollars en coûts de stockage. Un autre exemple, c'est Salesforce. Salesforce a construit sa plateforme de données clients sur un data lake dans le cloud AWS. Ils sont maintenant capables de déployer une nouvelle région en quelques semaines plutôt qu'en quelques années auparavant. Ils utilisent aussi différentes classes de stockage pour optimiser leurs coûts parce qu'ils ont beaucoup de données. On parle d'exabytes de données pour Salesforce. Ils utilisent notamment Glacier pour stocker les données rarement utilisées. Mais vous allez me dire, créer un data lake par vous-même, c'est compliqué, ça prend du temps, il y a une partie de plomberie. Et c'est pour ça qu'on a construit pour vous Lakeformation. Lakeformation vous aide à créer un data lake en quelques jours plutôt qu'en quelques mois. Lakeformation met en place les fondations de votre data lake, qui inclut la gouvernance pour que vous puissiez rapidement extraire l'information de vos données. Vous pouvez aussi préparer et classifier vos données en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique pour accéder à vos données en toute sécurité. Et ceci nous mène au troisième axe. Après avoir modernisé, unifié, vous pouvez innover. En innovant à partir de vos données, vous pouvez utiliser l'analytique ou l'apprentissage machine pour créer de nouvelles expériences pour vos clients ou vos employés, pour repenser les processus qui sont établis. Et AWS est là pour vous accompagner, où que vous en soyez dans votre périple de la data. On vous offre le plus grand nombre de services d'analyse ou d'apprentissage machine pour vous aider à construire vos solutions, quel que soit votre niveau d'expertise. Il y a quelques minutes, je vous parlais de l'importance de choisir la bonne base de données selon votre cas d'usage. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'analytique. Si vous analysez des gros volumes de données avec les frameworks open source comme Spark, Hive ou Presto, vous pouvez utiliser Elastic MapReduce, EMR. Si vous avez besoin de faire des recherches rapides, il y a OpenSearch. Si vous avez besoin de traiter en quasi-temps réel des flux de données, il y a Kinesis ou Managed Streaming for Apache Kafka. Si vous avez des données structurées et que vous voulez interroger avec un minimum de latence, il y a Amazon Redshift qui propose un ratio coût-performance 3 fois meilleur que n'importe quel autre data warehouse dans le cloud. Pour prendre la prise de décision encore plus facile, vous avez également maintenant la possibilité de détacher et de déployer vos tâches d'analytics en serverless. Ça veut dire que vous ne devez plus configurer ou provisionner de la capacité manuellement. Alors d'un côté, on a l'analytique qui vous aide à comprendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a l'apprentissage machine qui nous permet de prédire ce qui va se passer dans le futur. Beaucoup de nos clients utilisent les deux, et un de nos clients spécifiquement utilise à la fois l'analytique et le machine learning pour transformer leur domaine et leur industrie. Leur industrie, ce sont les sports moteurs, c'est la Formule 1.
AWS and F1 partnered in 2018, and since then have helped to cement Formula One as the most technologically driven sport on the planet. And it's lights out and away we go! We were able to consider the huge amount of data that was available to Formula One that up until this point it hadn't really tapped into. How do we present the data to engage the fan more? It was a fairly simple premise on which we built the strategy. F1 Insights are data widgets. It helps the fan to be able to understand at a more detailed level what's going on in a Formula One race. They're a game changer because until this point, there was no way of really understanding all of the details of the Formula One race. We asked the fans what they wanted. They wanted up-close, wheel-to-wheel racing. And that wasn't possible with the current generation of cars. So we had to go away and we had to redesign that car. We needed a technology partner like AWS who helped us to put that whole project together, and hence the results of the new car. So for Formula One to deliver on its future vision, it must engage the right partner. And when we talk about technology and when we talk about cloud services and analytics and machine learning, AWS is that partner. Waouh, quel meilleur exemple pour montrer que l'apprentissage machine peut avoir un impact, qu'on peut piloter l'innovation et pas uniquement dans le cloud. L'apprentissage machine aide aujourd'hui les entreprises à répondre à leurs plus gros challenges. Et AWS offre l'éventail le plus large et le plus complet de services AIML, quel que soit votre niveau d'expertise. Pour les experts, nous fournissons des versions optimisées des frameworks open source tels que PyTorch, ou MXNet ou TensorFlow, qui sont optimisés pour la performance dans le cloud. Et comme Stéphane vous l'a dit plus tôt, AWS a le portefeuille le plus large en matière de calcul, de réseau, de stockage. Vous avez le choix parmi les dernières générations de processeurs et d'accélérateurs. Ensuite, il y a Amazon SageMaker. SageMaker fournit à chaque data scientist, data analyst, à chaque développeur, la possibilité d'entraîner, de construire, de déployer des modèles AIML à grande échelle. SageMaker simplifie la gestion des versions, le déploiement d'infrastructures, l'entraînement, l'inférence. SageMaker a beaucoup de succès auprès de nos clients et il livre des centaines de milliards d'inférences par mois. Et puis il y a les services de plus haut niveau, ceux qui permettent à tous les développeurs d'inclure l'intelligence dans leurs applications. Moi, je suis un développeur, je sais comment faire un appel d'API, je sais comment gérer un document JSON, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour utiliser ces services. En un simple clic, en un simple appel d'API, je peux ajouter à mes applications la possibilité de reconnaître des objets dans une image, de traduire des textes, de traduire d'une langue à l'autre, par exemple. Je peux générer de la parole, je peux reconnaître de la parole, je peux faire des prévisions ou des personnalisations. Nous permettons à plus d'entreprises et plus de personnes de pouvoir accéder aux technologies d'apprentissage machine. Et c'est fantastique de voir ce que vous construisez à l'aide de ces services, de voir comment vous innovez. Parce qu'une fois que vous adoptez une stratégie de gestion moderne pour vos données, en modernisant votre infrastructure, en unifiant vos données, en innovant à l'aide de l'analytique et de l'apprentissage machine, vous prendrez des meilleures décisions plus rapidement à chaque étape de votre parcours. Un exemple d'industrie qui innove grâce aux données, c'est l'industrie automobile. On a parlé des bateaux aujourd'hui, on a parlé des avions, on va parler des voitures. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Yves Bonnefond, qui est Chief Software Officer du groupe Stellantis. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici ce matin. Peut-être quelques mots sur Stellantis pour commencer. Stellantis est une toute jeune entreprise créée il y a 1 an par la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler. Stellantis, c'est un portefeuille de marques
absolument incroyables, de Maserati, en passant par Jeep, Peugeot, et je ne vais pas toutes les citer, jusqu'à cette petite amie avec laquelle je suis arrivé sur scène aujourd'hui. On a l'habitude de dire que nos marques, ensemble, ont 1000 ans d'expérience automobile cumulée. Stellantis, c'est aussi une diversité absolument incroyable. On est présent sur tous les continents, on représente 170 nationalités, on a des usines dans 30 pays, et on est présent sur 130 marchés à travers le monde. Alors même si ça fait qu'1 an que Stellantis existe, Stellantis est déjà lancé à pleine vitesse. La société a été créée le 17 janvier 2021. On a présenté notre stratégie tout au cours de l'année 2021, l'électrification d'abord en juillet, le software en décembre, annoncé notre partenariat avec Amazon au tout début de cette année au CES en janvier. Et puis, Carlos Tavares a présenté le plan stratégique de Stellantis tout début mars. Cette première année d'existence de Stellantis, elle a permis de démontrer cette énergie, cette vitesse, avec des résultats exceptionnels pour 2021, malgré le contexte des semi-conducteurs que vous connaissez. Dans le plan stratégique de Stellantis, on a 4 grands objectifs à horizon 2030. Le premier objectif, c'est d'être carbone neutral à horizon 2038. C'est quelque chose de fondamental et à ma connaissance, c'est l'horizon de neutralité carbone le plus précoce qui ait été annoncé par un constructeur automobile avec moins 50% dès 2030. Évidemment, l'électrification est au cœur de cette stratégie avec un mix de vente de 100% électrique en Europe à horizon 2030 et 50% aux États-Unis. On veut aussi, chez Stellantis, être numéro 1 en matière d'expérience client. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et au cœur de notre stratégie software, au cœur de la stratégie produit et au cœur de la stratégie service. Et puis le dernier pilier du plan, bien sûr, c'est la croissance. On va doubler la taille de Stellantis d'ici 2030. Et ça va être, c'est un objectif évidemment, mais c'est d'abord le résultat du travail bien fait sur les autres piliers. Ce plan, il s'exécute dans un moment où l'industrie connaît des changements incroyables. L'électrification, j'en ai parlé, la conduite autonome, le data. Alors parlons un petit peu de tout ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, Stellantis, c'est 10 ans d'expérience en matière de services connectés, c'est 12 millions de véhicules connectés sur la route à travers le monde, un peu plus de 400 000 clients actifs qui utilisent régulièrement nos services et qui sont abonnés, et à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires autour de ces services. Notre partenariat avec Amazon et avec AWS, il est vraiment au cœur de cette stratégie logicielle. Il va nous permettre de faire 3 choses. La première chose, c'est accélérer notre time to market. On est dans une course pour mettre sur le marché tout un tas de services innovants, de capacités de mise à jour de nos véhicules. On veut mettre à jour nos véhicules over the air tous les trimestres. On veut être capable d'apporter une qualité de service constante, où qu'on soit dans le monde. Et bien sûr, il va nous permettre de relever le challenge de la scalabilité. Je vous disais 12 millions de véhicules connectés aujourd'hui sur la route. On vise 26 millions de véhicules connectés en 2026 et 34 millions en 2030. Et donc, vous imaginez l'enjeu de scalabilité derrière la croissance de cette flotte. Pour nous, AWS, c'est aussi bien sûr une infrastructure de données, parce que la donnée est au cœur de tout ce qu'on fait, que ce soit en matière d'innovation produit ou en matière d'innovation service. Et je voudrais faire un petit exercice avec vous, qui est de regarder comment on peut imaginer ensemble la voiture électrique idéale à partir de nos données. Pour ça, on va analyser ensemble 6,6 millions de trajets réels réalisés par des clients au cours des derniers mois. Vous voyez ici la répartition du kilométrage moyen par jour fait par nos clients. Vous voyez que l'écrasante majorité des clients, que ce soit en semaine ou en week-end, fait moins de 150 km par jour et assurément moins de 200 km par jour. Ça veut dire que finalement, la question de l'autonomie en moyenne, elle est complètement résolue par les voitures qui sont sur le marché aujourd'hui. Alors regardons un peu les jours exceptionnels.
Si on met la barre à 400 km d'autoroute, bah finalement, on voit que la plupart de nos clients font plus de 400 km en un seul trajet sur autoroute, moins de 15 fois par an, c'est-à-dire moins d'une fois par mois. Donc si on avait une voiture 400 km d'autonomie d'autoroute, ils auraient besoin de recharger en route, allez, entre 6 et 10 fois par an. Alors quelle recharge il faut qu'on leur donne? Bah, si on continue à analyser ces 6,6 millions de trajets, qui sont des trajets réels, et qu'on regarde combien de temps les gens s'arrêtent en moyenne sur autoroute, on s'aperçoit que 65% des clients, plus des 2/3 des clients, s'arrêtent 20 minutes ou plus. Et ben voilà, ensemble, on vient de faire quelque chose de très simple. On vient de se dire, grâce à l'analyse de 6,6 millions de trajets, que si on fait une voiture électrique à 400 km d'autonomie et qui se recharge en moins de 20 minutes, et ben finalement, on a la voiture électrique qui satisfait les besoins de nos clients aujourd'hui. C'est juste un petit exemple pour vous montrer à quel point l'utilisation de ces données est aujourd'hui au cœur de la conception de nos véhicules. Et elle va l'être de plus en plus parce qu'on est en train d'introduire dans nos voitures de l'intelligence artificielle. Et évidemment, l'intelligence artificielle modifie profondément la manière dont on développe nos voitures. Par le passé, on avait une démarche très waterfall. On spécifiait, on développait, on testait. Aujourd'hui, on rentre dans une logique où on collecte des données, on entraîne des modèles d'intelligence artificielle, on est capable de commencer à les déployer éventuellement en mode silencieux, et ensuite de les déployer une fois qu'ils sont validés pour offrir des nouvelles fonctionnalités, que ce soit sur le cockpit, que ce soit en matière de conduite autonome, d'aide à la conduite ou dans d'autres domaines liés au véhicule. Et donc cette révolution de la data et de l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui en action chez Stellantis et elle commence à transformer à l'échelle la manière dont on développe les voitures et les produits qu'on donne à nos clients. Cette stratégie, elle se résume en 4 objectifs. 34 millions de voitures connectées sur la route en 2030, je vous le disais tout à l'heure. 400 millions de mises à jour over-the-air de ces voitures chaque année. 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires générés grâce à nos activités logicielles, avec une profitabilité supérieure à celle qu'on réalise dans le business automobile. Elle se réalise comment, cette stratégie? Elle se réalise à travers 3 plateformes tech qu'on est en train de développer. Stella Brain, architecture électronique et logicielle de nos voitures. Stella Smart Cockpit, le cockpit intelligent connecté avec de la réalité augmentée. Stella Autodrive, notre plateforme de conduite autonome. Ces 3 plateformes tech, on va les déployer verticalement sur toute la gamme de véhicules. Les plateformes physiques, Stella Small, Stella Medium, Stella Large, Stella Frame, sur lesquelles on construit nos différentes voitures. Pour faire ça, on met en place quelques partenariats stratégiques à forte valeur ajoutée avec Amazon et AWS, avec BMW, avec Foxconn, avec Waymo. Et plus important encore, on construit nos compétences à l'intérieur de Stellantis. Et pour ça, on a 2 axes. Un axe de recrutement. On recrute actuellement un peu plus de 100 software engineers tous les mois. On sera bientôt 4000 à l'intérieur de notre division software qui est née il y a seulement 1 an. Et une formation interne avec la création d'une Software and Data Academy qui a comme objectif de permettre à toutes nos équipes de continuer à développer leurs compétences en matière de software. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et peut-être, pour terminer, une vidéo pour vous donner, avec quelques images, notre vision de ce que sera l'automobile à horizon 2030. Voilà, merci beaucoup et j'étais ravi de partager ce moment avec vous. In a few days, my new DS will be delivered. I impatiently start answering the questions on the My Concierge DS app to start customizing my experience. Cozy lodge in the Pays de la Loire or 5-star hotel on the French Riviera? Modern or classical art? From these few questions, the virtual concierge is getting to know me. It's just arrived. The so-called cocoon effect suddenly makes sense. There's absolute silence and the interior is as comfortable as a first-class seat. I'm getting to know Iris, DS's artificial intelligence which lets me customize every single one of my trips, available worldwide. She starts playing the Architecture selon Jean Nouvel podcast, my favorite architect, which ends right about when I get home. I'm at the wheel of my new DS, ready for the tailored week-long road trip in Italy. Iris seems to have meticulously planned every detail. After 10 minutes, the windows turn into screens. Points of interest,
restaurants, charming hotels, nothing gets past Iris. In the back seat, our little girl prefers the infinity of space to the flashing landscapes. The directional speakers keep us safe from the spaceship beam noises. We can enjoy our playlist without a worry. As the sun goes down, my wife feels a bit tired. She stares at the stars and falls asleep, reading the constellation names which appear as if by magic on the glass sunroof. DS Automobile, the French art of travel. Waouh, merci Yves. Le cloud a transformé l'infrastructure informatique en une ressource programmable. Vous obtenez maintenant de la capacité en cliquant sur un bouton dans une console. Cette abondance de ressources, cette facilité a radicalement transformé la manière dont nous créons des applications. Maintenant, nous avons la flexibilité, nous avons l'élasticité, nous pouvons servir plus de clients sans devoir acheter plus de matériel. Et vous pouvez construire des apps qui n'auraient pas été possibles avant le cloud. Alors dans le cloud, AWS met à votre disposition le plus large portefeuille de services et nous innovons en permanence, vous rendant ainsi possible ce qui était impossible jusqu'alors. Le cloud AWS peut être utilisé pour n'importe quel type d'application, y compris des applications critiques ou à très faible latence. Et une fois que vous déployez sur AWS, vous êtes dans la position parfaite pour créer une stratégie de données moderne qui vous permettra de prendre des décisions meilleures et plus rapidement. Chez AWS, nous avons l'habitude de dire que les leaders n'arrêtent jamais d'apprendre, ils cherchent continuellement à s'améliorer, ils restent ouverts et curieux, ils explorent les nouvelles possibilités. Et il y a plein de choses à apprendre aujourd'hui au Summit. Alors je vous encourage, vous aussi, à saisir cette opportunité d'apprendre et d'être curieux. Et puis, comme l'aurait dit Werner, now go build. Maintenant, c'est votre tour. Construisez, bâtissez et innovez sur AWS. Merci.